Bonjour à tous, je viens de publier une vidéo en fait la veille de la libération de Gilad Shalit, donc sur ce sujet qui, vous pouvez le vérifier, se bornait à tout simplement se féliciter en tant qu'être humain de la survie d'un autre être humain et du fait qu'il ait recouvré la liberté, et qui par contre déplorait de n'avoir pas pu voir un très beau symbole que peut-être qu'on aurait pu tenter en France, c'est-à-dire la libération simultanée de Gilad Shalit et de Salah Hamouri. Donc ça aurait été quand même quelque chose d'assez joli à voir. Peut-être même qu'on aurait pu les réunir pour essayer d'en tirer quelque chose de positif de tout cela, puisqu'il s'agit bien respectivement d'un franco-israélien et d'un franco-palestinien. Bon, eh bien, voyez-vous, ces horribles propos m'ont tout simplement valu d'être traité de fils de pute dans les premiers commentaires qu'on a pu observer sur YouTube ou sur Dailymotion, je ne sais plus. Je me suis dit c'est débile, bon c'est un petit con, mais le problème est le suivant. Bernard-Henri Lévy fait exactement ça. Alors bien sûr il est plus poli, il nous traite pas de fils de pute, mais vous allez le voir, il nous traite d'imbéciles si nous avons le toupet de vouloir éventuellement nous soucier aussi de ce Salah Hamouri. Donc ça se passe lors d'un meeting de soutien à Gilad Shalit où BHL donc exprimait son soutien, ce qui est tout à fait son droit, mais où surtout, contre toute logique, ne craignant absolument pas le ridicule, ne craignant pas qu'on ait l'impression qu'il parle de lui-même, ce monsieur nous a traité d'imbécile. Tout d'abord, je vous demande d'écouter la façon dont est présenté le philosophe Bernard-Henri Lévy. Seul contre tous, il a tenu tête sur les plateaux de télévision, sur les estrades, dans les manifestations. C'est l'homme de la barbarie à visage humain. C'est le témoin de son époque, le grand intellectuel engagé, le plus engagé de tous, Bernard-Henri Lévy, mes chers amis. Alors, bien entendu, on rigole déjà un petit peu quand on nous parle de lui en tant que philosophe. Et puis, bien sûr, là, c'est le coup de grâce quand on nous dit que c'est le plus engagé de tous. Bon, là, on rigole 2 fois plus, excusez-nous. C'est vrai que c'est tellement dangereux de soutenir Israël. Après tout, les alliés d'Israël sont petits et pas puissants du tout. Obama, par exemple, n'a aucun pouvoir. Et franchement, soutenir Israël, a priori, c'est risqué. Je ne sais pas que le Liban voit une équipe nous dégommer en France. Enfin, n'importe quoi. Et puis, alors, surtout... C'est l'homme de la barbarie à visage humain. Est-ce que c'est un lapsus du présentateur quand il nous dit que Bernard-Henri Lévy est l'homme de la barbarie à visage humain? J'aurais rajouté à brushing de l'espace, mais bon, c'est autre chose. Quand il dit ça, l'homme de la barbarie à visage humain, est-ce qu'en fait il trahit le fond de ce qu'est réellement BHL, c'est-à-dire une personne qui a pour mission de jeter un voile d'humanité sur toutes les atrocités éventuellement commises par Israël? Je ne dis pas qu'Israël ne commet que des atrocités, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait, c'est un lapsus. Et puis si la barbarie à visage humain était un des concepts développés par monsieur Bernard-Henri Lévy, moi, sachez que je vais pas aller vérifier du tout ça, j'en ai rien à battre, même si c'était le cas, ce ne serait pas un lapsus du présentateur, mais de Bernard-Henri Lévy. Et là, on va aller vite, et on va écouter le plus beau, le merveilleux, le formidable, oh, mèche au vent, il arrive et il va nous irradier de rien, en fait. Alors juste là, c'est moi qui le trouve ridicule ou vous aussi? Peut-être que j'ai un parti pris, je sais pas. Sur l'imposture de la flottille dite humanitaire, sur l'exemplarité de la démocratie israélienne, sur la morale de Tsahal, je me suis exprimé à de nombreuses reprises et récemment ailleurs. Bon alors voilà, ça y est. Alors, sur l'imposture de la flottille humanitaire soi-disant de Gaza. Donc si c'est soi-disant une flottille humanitaire, ça veut dire que ce n'en est pas une, et ça veut dire que c'est autre chose. Alors dans ces cas-là, c'était quoi, monsieur Bernard-Henri Lévy? Puisque personne n'a prétendu avoir trouvé dans les soutes de ce Rachel Corrie, je crois que c'était ça le nom de la frégate de l'espoir, là, ou je sais pas quoi, Non, il y avait ni armes, ni bombes, ni explosifs, ni aucun terroriste ou quoi que ce soit, rien n'a été trouvé, mais monsieur BHL a dit c'était une soi-disant flottille humanitaire. Et tout à l'heure, il va vous expliquer pourquoi et vous allez vous pisser dessus. Mais bon, ça, c'est complètement débile. C'était tellement pas une flottille humanitaire que quand ils ont été attaqués par les soldats, tout simplement, ils se sont fait péter la gueule et ils ont pas pu prendre le dessus. Donc ça aurait été autre chose qu'une flottille humanitaire. Ils auraient peut-être été prêts à recevoir les forces israéliennes sur le bateau. Mais non, c'est réglé. Sur l'exemplarité de la démocratie israélienne. Alors ensuite, sur l'exemplarité de la démocratie
israélienne. Monsieur Bernard-Henri Lévy, si je vous parle de l'exemplarité de la démocratie iranienne, que me direz-vous? En Iran, pays où, rappelons-le, les femmes ne peuvent pas porter telle chose ou telle chose, l'Iran... Non. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire ce n'est pas une démocratie parce que c'est une théocratie. Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez me dire parce que là-bas, la loi, c'est le Coran et que là-bas, par exemple, les femmes sont voilées, que dans la rue, on n'a pas la liberté de se balader avec la mini-jupe qu'on veut ou quoi que ce soit. Vous allez me dire, en gros, que c'est une théocratie et que par conséquent, ce n'est pas une démocratie. On est d'accord? On est d'accord. Alors, l'exemplaire démocratie israélienne, monsieur Bernard-Henri Lévy, laisse-t-il aux tribunaux rabbiniques le soin de décider qui peut épouser qui? Est-ce qu'il est possible, monsieur Bernard-Henri Lévy, qu'un juif se marie avec une non-juive? Eh bien non, monsieur, ce n'est pas possible, puisque même, voyez-vous, dans un juif dénommé Cohen, par exemple, car Cohen avait été un gardien du temple, ne peuvent pas épouser une femme, même juive, qui serait veuve ou divorcée. D'accord? Bon, je sais pas, elle peut être impure, j'en sais rien, c'est votre problème. Eh ben, il y en avait un, Cohen, interviewé, là, il avait été obligé de se marier sans que son mariage n'ait une quelconque valeur, parce que le mariage civil n'existe pas. Il est uniquement possible de se marier sous la loi de Dieu. Donc, est-ce que c'est une démocratie ou une théocratie? Ah non, c'est pas du tout une théocratie. Quand il y a des hommes en noir qui soufflent avec une trompette dans les oreilles des gens pour qu'ils se dépêchent de respecter le Shabbat, il y a bien des gens, à un moment ou à un autre, dans la rue qui font pression pour ça. Mais c'est aucun problème. Quand les voitures ne peuvent pas circuler parce que la police elle-même bloque les rues, on a bien la police d'un pays démocratique qui fait appliquer une loi religieuse, mais Israël est une démocratie exemplaire. Il n'y a aucun souci, vraiment aucun souci. Tous les citoyens israéliens sont obligés de faire l'armée pendant 3 ans, leur service militaire, sauf ceux qui étudient le Talmud, et ceux-là sont financés. Monsieur BHL, vous allez me dire que l'Iran doit être attaqué parce que ce n'est pas une démocratie mais une théocratie. Peut-être que si vous avez un rétroprojecteur, vous nous montrerez des gens qui se balancent dans les écoles coraniques, mais monsieur, regardez juste ce qu'il y a dans les yashivas. Je crois que c'est ça, les yashivas, ce sont des écoles talmudiques et non pas coraniques. Et les gens s'y balancent tout aussi bien et ils ont l'air d'être dans la même transe hypnotique. Donc c'est une démocratie exemplaire, point barre. Sur la morale de Tsahal, je me suis exprimé à de nombreuses reprises et récemment ailleurs. Alors ensuite, monsieur, sur la moralité de Tsahal, je me suis exprimé ailleurs. Vous vous êtes exprimé ailleurs, eh ben, c'est dommage que vous vous soyez pas exprimé sur Mars, comme ça on n'aurait pas entendu des bêtises pareilles, parce qu'on a coutume de dire qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Et moi je crois que c'est une erreur. Il vaut vraiment mieux être sourd, aveugle et paralytique que d'entendre des bêtises pareilles. La moralité de Tsahal, donc, c'est d'utiliser du phosphore blanc à forte teneur en sentiments humains et garantie 100% moralité. Hein. C'est quelque chose comme ça qui se prennent sur la tronche les enfants en Palestine. Donc, je voudrais aujourd'hui devant vous rendre simplement hommage au soldat Gilad Shalit. Voilà, donc jusqu'ici tout va bien, vous ne faites qu'appliquer votre droit d'avoir votre opinion, vous rendez hommage au soldat Gilad Shalit. Quant à moi, je me suis contenté de souhaiter qu'il aille bien, ce qui a priori est le cas puisqu'il n'a pas l'air d'avoir été maltraité, tant mieux, j'en félicite le destin, c'est vraiment tant mieux pour lui, c'est un humain et sa souffrance aurait été la mienne. Néanmoins, a priori celle de Salah, comme on l'a dit, n'est pas la vôtre et nous allons le voir tout de suite. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas le droit de se préoccuper de Salah Hamouri. Vous avez tort de vous poser la question et il va vous dire ce que vous êtes. Pourquoi nous demandent les imbéciles dont parlait à l'instant Claude Lanzmann tant d'émotions autour du soldat Shalit? N'est-ce pas le lot de toutes les guerres de produire des prisonniers de guerre? Alors là, remettez-vous du choc. Vous venez d'entendre Bernard-Henri Lévy dire quelque chose d'intelligent. Alors remettez-vous et surtout rassurez-vous, ça va pas se reproduire de sitôt. En plus, tranquillisez-vous. Quand il dit quelque chose d'intelligent, c'est pour le réfuter immédiatement. Écoutez. Et le jeune caporal tankiste, enlevé en juin 2006, n'est-il pas un prisonnier parmi d'autres? Eh bien non, justement. Eh bien non, justement, vous allez voir, il ne faut absolument pas regarder le problème israélo-palestinien pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'opposition de deux peuples, avec des forces qui ne sont pas les mêmes, dont l'un, a priori, a un avantage militaire certain sur le second, et qui d'ailleurs se traduit tout à fait, par exemple, dans les chiffres, qui sont des chiffres de détenus qui vont de 1 à 1000, puisque là, c'est une personne qui a été libérée pour 1000 prisonniers palestiniens. Rappelons qu'il en reste 5000 à 6000 dans les geôles israéliennes.
israélienne. Et monsieur donc va nous expliquer pourquoi ce n'est pas le lot de toutes les guerres de produire des prisonniers de guerre. Voilà, il va vraiment démontrer que Israël, c'est différent, ils ont le droit de faire la guerre, mais eux, on n'a pas le droit de faire des prisonniers, même si on en fait un pour 1000, non, c'est inhumain, c'est pas possible. Israël ne fait que se défendre avec ses drones et ses avions contre des gamins et parfois des excités qui bricolent des roquettes qui tuent 6 personnes contre des raids qui en tuent des centaines. D'autres. Eh bien non, justement. Eh bien non, justement. Allez, pourquoi, vas-y. Car il y a des conventions internationales tout d'abord qui régissent le statut des prisonniers de guerre. Et le seul fait que Gilad soit au secret depuis 4 ans, le seul fait que la Croix-Rouge qui rend régulièrement visite aux prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes n'ait jamais pu avoir le moindre accès à lui. Ah ouais, d'accord, c'est ça l'astuce en fait. C'est parce que la Croix-Rouge n'a pas pu le visiter. Mais monsieur BHL, enfin, si la Croix-Rouge avait pu visiter Gilad Shalit, très certainement que le Mossad aurait su où il se trouvait et aurait envoyé une petite équipe pour mettre une balle dans la tête à tout le monde et récupérer Gilad Shalit en vie, en bonne santé et sans libérer 1000 Palestiniens. Enfin, est-ce que l'inverse est envisageable? La Croix-Rouge peut se rendre dans les prisons israéliennes parce que le mec qui va s'amuser à s'infiltrer à la Croix-Rouge pour aller libérer les 7000 prisonniers palestiniens qui y sont, franchement, il lui faut quand même des testicules d'une circonférence assez considérable. Donc ça c'est débile. Et alors ensuite vous allez nous faire encore plus rigoler. Mais pu avoir le moindre accès à lui est déjà et à soi seul une violation flagrante des lois de la guerre. Et alors là, on a envie d'utiliser votre ton de trépané là pour vous dire « Et ces violations du droit de la guerre ne sont-elles pas des violations parmi d'autres ?» Mais bon, on n'a pas trop d'espoir puisque vous allez me répondre « Eh bien non, justement non !» Parce que, putain, mais c'est incroyable. Franchement, vous avez des résolutions de l'ONU violées par Israël, jamais respectées. Vous en avez tout le tour du ventre. Même j'allais dire Barack Obama, même Ariel Sharon en a tout le tour du ventre. Et pourtant, il faut de la circonférence, il faut de la distance pour faire le tour de ce truc-là. Et ben pourtant, voyez-vous, je sais pas ce que vous en faites. Vous devez l'imprimer sur du papier toilette ou que sais-je encore. Vous en avez strictement rien à foutre des lois qui régissent la guerre, monsieur. Enfin, ça vous intéresse quand les lois qui régissent la guerre? Ah, ça vous intéresse quand? Quand c'est utile pour vous. Mais surtout, chers amis, il ne faut pas se lasser de répéter ceci. Gilad Shalit n'a pas été capturé dans le feu d'une bataille, mais au cours d'un raid. Vous vous rendez compte? Il n'est pas un prisonnier de guerre car il a été victime d'un raid. Il ne faut pas se lasser de le répéter. Bon alors, raid pour raid, puisque c'est le mot raid qui vous choque. Voyez-vous, il y a des raids qui se font à pied dans un pays très puissamment armé, très fortement surveillé et défendu par des gars donc qui prennent des risques, qui auraient très bien pu mourir en procédant à ce raid. Donc je note aussi que de ce côté-là, il y a peut-être eu un raid, mais quel que soit le mot que vous choisirez, fort heureusement Gilad Shalit est en vie. Je dis que fort heureusement il est en vie pour 2 raisons. 1, je le rappelle, c'est un humain dont il ne faut pas souhaiter la mort. Et 2, sa captivité a entraîné l'opération Plomb Durci, qui a fait des centaines et des centaines de morts. Eh bien, j'aurais eu peur tout de même que sa mort entraîne des milliers de morts avec une opération cœur de pierre ou quelque chose comme ça, pour une dent la mâchoire et pour un mort 1000 morts. Donc, raid pour raid, monsieur. Il y a aussi des raids, on appelle ça des raids, même les informations appellent ça des raids. Les raids israéliens au-dessus de Gaza, au-dessus du Liban, au-dessus de tout ce que vous voulez. Voyez-vous, raid pour raid, ce sont des raids qui s'opèrent en avion, qui s'opèrent même parfois à l'aide de drones, donc en prenant beaucoup moins de risques. Donc, eh bien, écoutez, vous, je suppose que seuls les raids à pied qui ne donnent pas lieu à la mort du captif vous dérangent. Eh bien, laissez-nous être dérangés par les raids assortis de bombardements. Dire que Gilad est un prisonnier de guerre, c'est juger en d'autres termes que le fait qu'Israël évacue ou non un territoire, qu'il l'occupe militairement ou qu'il mette un terme à cette occupation ne change rigoureusement rien à la diabolisation dont il est l'objet. On est toujours
on est toujours sur du très lourd. Qu'est-ce qu'il nous dit donc ce monsieur? C'est que ça fait des dizaines d'années que c'est la guerre là-bas, qu'il n'arrête pas, qu'il y a blocus sur Gaza, qu'il y a checkpoints, qu'il y a des murs qui se construisent, qu'il y a à peu près 60 à 80 fois, si je me gourre pas, plus de morts palestiniens qu'israéliens par an. Et ce monsieur nous explique qu'ils avaient démantelé les colonies, donc c'était Sharon qui avait fait ça, après bien sûr avoir redéclenché l'intifada en se rendant ce gros boucher sur l'esplanade des mosquées en sachant très bien ce que ça donnerait. Donc là, il me semble que c'est lui qui faisait un peu, qui résorbait un peu les colonies. Et donc là, il s'agit de dire qu'en fait c'est Israël qui décide. Déjà, a priori, c'est pas une guerre puisque leurs soldats ne sont jamais des prisonniers de guerre. Mais en plus, quand eux, ils ont envie d'arrêter de balancer des bombes et de faire des colonies, dès qu'ils s'arrêtent, il faut que les gens d'en face les pardonnent tout de suite. Hein. C'est eux qui décrètent tout seuls que là c'est plus la guerre, mais on n'a pas été au courant, honnêtement, j'ai pas entendu ça, qu'il y avait eu la paix entre la Palestine et Israël. Voilà, donc vous dites que quand ils font un petit pas en arrière, ça change rien, les gens continuent de critiquer leur action, parce qu'il vaut mieux dire diaboliser, comme ça. Mais on va voir, hein. Je pense que vous allez en venir à dire que tout ça, ça tient à l'antisémitisme. C'est grotesque, je le démontrerai plus tard, enfin tout le monde le démontre de toute façon, et la logique même prouve que c'est grotesque, puisqu'on parle d'actes. Et bon, vous êtes en train de dire, Israël a fait un geste qu'il a eu envie de faire à un moment ou à un autre, ça, c'est le fait qu'il y ait eu quand même une action contre Israël, prouve bien que les gens agissent contre Israël parce que donc voilà, on en vient finalement à ça. Mais non, monsieur, c'est pas ça. C'est que quand ils enlèvent quelques colonies, ils enlèvent pas toutes les colonies. Et surtout, ils n'ont pas non plus levé les blocus. Les Palestiniens n'ont pas non plus cessé d'attendre comme des chiens pendant des heures au checkpoint. Ils n'ont pas cessé de compter leurs petits-enfants qui mourraient peut-être sous les bombardements. Ils n'ont pas cessé de compter leurs adolescents qui se prenaient des balles quand ils jetaient des cailloux. Donc c'est peut-être ça, en fait, qui fait que Israël continue d'être non pas diabolisés, mais parfois jugés sur pièce, sur leurs actes. Son sort est symétrique de celui non d'un prisonnier palestinien, mais d'un kidnappé contre rançon par une bande de gangsters. Ah bon? Kidnappé contre rançon par une bande de gangsters. Donc c'est plus des terroristes islamistes, c'est des gangsters mafieux maintenant. Bon, alors, quelle demande de rançon? Gilad Shalit, voyez-vous, nous sommes en 2011, a été libéré, non pas contre de l'argent, mais contre des prisonniers palestiniens. Donc, il semble que dans toutes les guerres, ce soit le principe, on prend des prisonniers de guerre dans le camp d'en face, afin de pouvoir récupérer les prisonniers de guerre qui viennent de chez nous. Ça a toujours été comme ça, vraiment systématiquement, ça a été comme ça. Donc, eh bien là encore, dans ce cas précis, il n'y a pas de prisonniers de guerre, il y a des otages, et il n'y a pas de logique de prendre des prisonniers de guerre pour récupérer les siens, c'est du gangstérisme. Voilà, c'est la guerre lexicale de Monsieur BHL, mais je le laisse continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire à propos donc de Gilad Shalit et de personne d'autre, et surtout pas Salah Et il faut le défendre donc, comme on défend les otages de Fatah, des Libyens, des Iraniens. Alors là, monsieur est passé très vite sur Salah Hamouri, il l'a évoqué, il est idiot d'en parler, ce n'est pas du tout un reflet de ce qui s'est passé pour Gilad, non, c'est la courageuse, l'héroïque colombienne, donc qui a le mérite d'être connue, d'être célèbre, d'être amie avec lui, certainement, et qui a eu son portrait affiché un peu partout en France, d'à peu près toutes les tailles, et ce, bien sûr, sur argent public, aucun souci. Est-ce le signifiant Israël qui suffit à le dégrader? D'où vient qu'il n'ait pas vu son portrait accroché à côté de celui de l'héroïque colombienne sur la façade de l'hôtel de ville de Paris? Monsieur, donc, a noté que des portraits de Gilad avaient été placardés sur certaines mairies, mais voyez-vous, monsieur n'est pas content et il s'énerve en expliquant qu'il est anormal que Gilad n'ait pas eu un portrait aussi grand que celui de l'héroïque colombienne, donc accroché je ne sais où, à l'Élysée, sur la statue de la liberté, rétro-projeté sur la Lune, enfin, quoi qu'il en soit. Peut-être, je sais pas, il aurait fallu monter une pancarte, une silhouette en carton telle que celles qui ont été faites, et puis peut-être utiliser la tour Eiffel comme support pour
pour soutenir ce gigantesque hommage à cet homme seul, qui heureusement a survécu aujourd'hui où 60 000, 70 000, 80 000 personnes sont mortes de faim, de froid, du sida, de violences diverses et variées. Eh bien, monsieur BHL trouve qu'on n'en a pas assez fait. Peut-être d'ailleurs qu'on n'en a pas assez fait pour l'héroïque colombienne, hein. Peut-être que tous les Français auraient dû se tatouer son portrait sur le dos. Pourquoi cette focalisation sur un individu sans importance collective, sur un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui? Encore une phrase fameuse de Jean-Paul Sartre. Vous faites des progrès, monsieur. Vous citez un philosophe qui existe, donc ce qui n'est pas toujours le cas. Rappelons-nous que vous avez cité Jean-Baptiste Botul, donc création totale d'un journaliste du Canard enchaîné. Mes félicitations, chapeau bas l'artiste, c'est vous qui nous traitez d'imbéciles. Donc là, vous citez quelqu'un qui existe, et c'est pas mal. Mais, voyez-vous, est-ce que ce monsieur est un imbécile? Lui qui, selon la citation que vous avez choisie de lui, considère que chaque homme est fait de tous les autres et de valeur strictement égale, blablabla. Donc, vous répondez non, vous répondez que c'est une erreur. Parce que Shalit n'est justement pas n'importe qui. Cet homme ne vaut pas tous les autres et tous les autres ne valent pas cet homme. Donc, nous sommes quand même avec ici un petit penseur qui vient si souvent faucher le cheval de la laïcité, des valeurs républicaines, de tout un tas de trucs rigolos, et qui là nous explique que malgré tout cela, il existe encore des raisons de penser que certains hommes ne valent pas les autres, mais valent beaucoup plus, car ils ne sont pas n'importe qui. Donc, je laisse chacun essayer de comprendre ce que cela signifie. Quelle est cette lecture? Est-ce une lecture ethnique de la valeur humaine? Je souhaite pour vous que ce ne soit pas cela, car vous vous trouveriez vous-même être certainement un sinistre xénophobe. C'est bien la base de tout, de penser qu'au nom de je ne sais quelle appartenance, l'on peut valoir plus qu'autrui. Une toute dernière question, celle du prix que les Israéliens semblent prêts à payer pour la libération de leurs captifs et celle connexe des centaines. On parle parfois du millier de prisonniers palestiniens et donc peut-être d'assassins potentiels qui se verraient ainsi élargis. Très bien, du calme. Alors, on va relâcher a priori 1000 assassins potentiels dans la nature, d'accord. Donc, si ce sont des assassins potentiels, ça veut dire qu'il n'est pas certain qu'ils soient des assassins, nous sommes bien d'accord. Donc, il est bien possible que sur les 6000 qui restent en tôle en Israël, eh bien, il y ait une proportion non négligeable de personnes qui ne sont que des assassins potentiels ou probables, mais en tout cas, en toute logique, mathématiquement, une bonne proportion qui se trouve être des innocents potentiels et probables. Alors, il faut commencer par changer complètement de rhétorique et de lexique. Shalit n'est pas un prisonnier de guerre, mais un otage. Alors voilà, hein, il faut parler d'eux, il faut ne pas se lasser de répéter que blablabla. Alors ce qui va être difficile, c'est de ne pas se lasser de vous écouter délirer de cette façon, mais surtout, vous donner des éléments de langage au monde et à la France. Vous nous expliquez quels mots il nous faut utiliser pour évoquer ce problème israélo-palestinien. Il s'agit donc de toujours parler non pas d'attaque ou de raid d'Israël, mais de riposte et de réponse à des agressions. En fait, c'est toujours de la légitime défense. Donc, même au bazooka sur un lance-pierre, c'est de la légitime défense, il n'y a pas de souci. Il ne faut bien sûr surtout pas parler de colonies mais d'implantation. Il ne faut pas parler, bien entendu, de Palestiniens mais de terroristes. Il ne faut pas parler de blocus mais de mesures de sécurité. Il ne faut pas parler surtout pas de prisonniers de guerre quand il s'agit d'un soldat israélien, mais d'otages. Il faut en revenir à une lecture manichéo-bouchiste du monde. Il y a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Donc beaucoup sont prêts à tomber d'accord avec moi sur cette affirmation. Il y a les gentils et les méchants globalement, mais bien vous avez la lecture suivante, mais et vous situez en fait les méchants dans le camp de ceux qui, bien a priori, sont le moins armés, le plus affamés, ceux qui patientent aux checkpoints pendant des heures.
Donc à bien y réfléchir, nous n'avons rien compris car nous n'utilisons pas les bons mots pour parler de ce problème. Et nous n'avons pas compris qu'en fait, ce sont les Israéliens qui patientent aux checkpoints et ce sont les Palestiniens qui portent les mitrailleuses sophistiquées. C'est bien ça qui se passe, on a bien compris. Ce sont les Israéliens qui parfois se battent avec de maigres cailloux. C'est bien sûr un homme politique palestinien qui est venu relancer l'intifada en promenant son gras sur l'esplanade des mosquées en sachant pertinemment ce qu'il déclencherait. C'est bien sûr la Palestine qui est en train de construire un mur autour d'Israël afin de définir de façon unilatérale ses frontières. Donc si quelqu'un sait marcher sur les mains et surtout sait le faire à longueur de journée, eh bien je suis heureux de lui déclarer qu'il est le roi du monde parce qu'il a une longueur d'avance sur le reste des hommes, car le monde est vraiment marche sur la tête et voilà, il est temps qu'on s'y mette nous aussi. Et monsieur, qui nous traitait d'imbéciles. La dernière question, au nom de quoi nous appelez-vous imbécile, vous, monsieur? Au nom du fait que vous êtes ministre de la guerre en Libye ou quelque chose comme ça? Vous qui êtes venu faire justement des flatus vaudis, là, je n'ai pas votre citation en latin, je m'en fous de ça. Vous qui êtes venu brasser du vent, vous qui êtes venu raconter vos sornettes, vous qui avez ouvert les portes de l'Élysée au TNP, au nom de l'émergence de l'espoir d'une démocratie en Libye, blablabla. Que s'est-il passé, monsieur? Nous qui croyions que vous aviez installé des agents de votre cause afin de fortifier les positions de vos amis au Moyen-Orient. Eh bien, nous nous trompions. Nous vous croyions retors, nous vous croyions mal intentionnés, c'était certainement le cas, mais nous avions oublié le plus important. Ce dont vous nous traitez, monsieur, d'imbécile, eh bien, c'est peut-être le mot que l'on peut utiliser pour un philosophe qui ouvre les portes de l'Élysée au nom de la démocratie à des gens dont les premiers réflexes ont bien été de lyncher, de lapider au sens propre, le satrape en place. Au nom de la démocratie, encore une fois, c'est la peine de mort qui s'est appliquée. Là, cette fois, ce n'était pas des bombes, ce n'était pas des balles directement de GIs, non, c'était tout simplement laisser une bande de brutes sous étiquette démocratique, et bien faire justice à coup de poing, à coup de pied, à coup de tout ce qu'ils ont pu trouver. Et leur premier réflexe, monsieur le chevalier de l'Occident, là, ça a bien été de décréter la charia. Bon, voilà, écoutez, bizarrement, est-ce que ça va être beaucoup mieux? Est-ce qu'on va voir émerger donc tout ce qui vous gonfle tellement quand c'est en Iran, les voiles, etc. Donc ça, on va sûrement le voir émerger en Libye, il n'y en avait pas avant. Donc c'est bien joué. Alors qu'est-ce qu'on a gagné, monsieur qui n'est pas un imbécile, à part du pétrole pour Total qui ne paye pas ses impôts en France, et tout cela sur argent public. Alors, on en finit avec cette vidéo et on se demande qui est l'imbécile.